En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite, vue de haut. Liselotte Dutreuil. Et donc pour cette émission, nous recevons ce matin Éric Tessier, professeur d'histoire romaine à l'université de Nîmes et à l'ICES, et dont Monsieur Tessier a écrit un livre dernièrement, Gladiateur, le mythe de l'histoire chez Glénat, un livre donc qui est tout à fait dans le thème de notre discussion aujourd'hui. Bonjour Monsieur Tessier, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci de votre invitation. Alors on a récemment beaucoup parlé de ce film qui est sorti, Gladiator 2, donc le deuxième opus de cette saga de Ridley Scott. On va revenir sur ce film, mais avant tout, peut-être un petit point historique. Est-ce que vous pourriez nous parler des gladiateurs ? Justement, comment est-ce que ces grands noms de gladiateurs se situent entre le mythe et puis toutes les histoires qui ont entouré ce mot, et puis l'histoire réelle, le concret. Voilà. Comment est-ce que ça se situe ? Ben oui, les gladiateurs, c'est un sujet mythique, on peut dire, parce qu'on en a beaucoup parlé par le roman, puis surtout par le cinéma, et on est assez loin de la réalité, quoi. Donc le cinéma, on en reparlera pour le film Gladiator 2, c'est surtout l'image de gladiateurs qui sont contraints à s'entretuer le plus vite possible pour une foule romaine qui est supposée sadique. Bon, je ne veux pas dire que c'était non plus des pianistes distingués, hein, les gladiateurs, mais on est quand même assez loin de la réalité de Rome et des gladiateurs. Il faut comprendre que ça ne vient pas des Romains, c'est plutôt les Grecs qui ont inventé ça. C'était à l'origine des combats funéraires, des combats pour honorer un personnage important qui vient de mourir, et on organisait des cérémonies autour du bûcher funéraire. Le premier exemple, c'est dans l'Iliade, la mort de Patrocle. Achille organise un combat entre volontaires, hein. Entre gars qui veulent vraiment honorer le mort. Puis après, ça passe à l'Italie du Sud, qui est de culture grecque, puis aux Étrusques, puis aux Romains, et entre-temps, donc, ça a quand même évolué, c'est-à-dire que c'est toujours des combats funéraires, mais de plus en plus, on va sur des combats à mort, en tout cas, on le pense, et c'est peut-être, on est mal renseigné, déjà des esclaves. Après, l'autre époque, c'est à partir du IIIe siècle, les Romains adoptent ça, continuent à faire des combats funéraires. Puis ils vont adopter quelque chose de très important, c'est les armaturés, c'est-à-dire les panoplies, c'est pas les armures, les panoplies de peuples qu'ils ont vaincus, les Samnites, les Gaulois, les Thraces. Et c'est à la fois honorer à mort, c'est aussi commémorer leur victoire, et c'est enfin donc faire un spectacle qui est de plus en plus important, avec de plus en plus de gladiateurs qui là sont condamnés à mort. Mais là, ça entraîne une révolte, c'est Spartacus. Et la réalité, c'est qu'après Spartacus, les gladiateurs vont être essentiellement des volontaires et qui vont pas mourir tout le temps. Bon, je veux dire, la mort est toujours un enjeu, 10-15% peut-être des cas. Et par contre, on attend d'eux un combat très technique, avec des gladiateurs de plus en plus spécialisés. Et c'est ce que les Romains attendent, c'est-à-dire une école du courage, une école de la technique, et un spectacle qui fait vibrer ce peuple qui se dit lui-même fils de Mars. Il y a un côté militaire là-dedans. On voit bien à travers ce que vous nous expliquez qu'il y a un côté très très symbolique que d'ailleurs on ne retrouve pas nécessairement dans les films. On a un héros qui lui est pétri de valeurs, de morale, de courage. En revanche, il évolue dans un monde, celui des gladiateurs, qui lui est assez vil et qui traduit justement toute cette société du spectacle dans tout ce qu'elle peut avoir de plus néfaste. Alors justement, là, vous rétablissez une certaine vérité.
Oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'on projette toujours sur les époques passées, et notamment dans le cinéma hollywoodien, des a priori que l'on a de notre époque. Je pense que Ouais. si les Romains voyaient les films de Ridley Scott ou d'autres et les combats gladiateurs, ils diraient, mais quelle horreur! C'est-à-dire que c'est barbare, on tue tout le monde, il n'y a pas de technique, les gladiateurs sont habillés n'importe comment, alors que ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc voilà, on est très loin de la réalité. En même temps, faut pas non plus trop blanchir le tableau, hein. Ça reste quand même un combat qui est violent, Ouais. un combat donc où les armes sont, pour ces combats spécifiques, hein, c'est pas tout le temps le cas, sont des armes réelles où on va pas tuer l'adversaire, on va le blesser, on va l'épuiser, et le public pourra justement décider de son sort s'il mérite de continuer sa carrière parce qu'il a bien combattu même s'il est vaincu ou s'il a mal combattu, et donc il faut dans ce cas-là seulement donc le tuer. Donc, on a quelque chose qui évoque donc les valeurs de courage, les valeurs de technique militaire, et donc, mais aussi, il faut quand même le dire, c'est un spectacle où il y a beaucoup d'enjeux politiques. C'est comme ça que les empereurs, mais aussi les hommes politiques en province, se font leur popularité en offrant de très bons gladiateurs. Et tout ça, ça coûte très cher. Donc, il y a vraiment donc un enjeu financier derrière tout ça. Mm. Alors effectivement, malgré les valeurs qu'on comprend derrière vos mots, enfin même et que vous nous dites clairement, hein, ce courage, etc., on a quand même aujourd'hui une image de la Rome antique, en tout cas au moins sur la fin, qui n'est pas très glorieuse. C'est le fameux du pain et des jeux, une société qui coule dans la luxure. Alors est-ce que justement, cette tendance-là de Rome se retrouve, selon vous, assez bien représentée dans les films de Ridley Scott? Alors, du pain et des jeux, oui, c'est une réalité. De toute façon, c'est les Romains eux-mêmes hein, qui en ont conscience, hein. Donc, c'est un auteur qui va parler de ça, qui va dire que maintenant, ce qu'attend la plèbe, c'est du pain et des jeux. Bon, c'est un constat, c'est une réalité. Pour dire que autrefois la plèbe, eh bien, votait pour élire les consuls, c'était le temps de la République. Et là, quand cette phrase a été écrite, on est à la fin du 1er siècle, on est à l'époque de l'Empire où l'empereur donc décide à peu près tout, même s'il y a toujours un sénat, et où le seul choix qui est laissé encore à la plèbe, c'est de décider de la mort ou de la vie d'un gladiateur. Et si l'empereur est sportif, c'est-à-dire qu'il laisse faire vraiment, qu'il laisse décider la plèbe, ben là, l'empereur sera populaire. Après, de dire que c'est une société violente, bon, c'est une société de l'Antiquité, hein, la mort est beaucoup plus présente que maintenant. Ce qui a aussi, surtout, qui est gênant un peu, historiquement, au-delà du côté spectacle hein, qui Mm. existe, hein, de l'importance que ça a donc, dans la société romaine, et pas seulement les gladiateurs, il y a aussi les courses de chars. Mais ce que l'on voit au début du film, c'est le côté très aussi classique dans le cinéma, c'est d'une Rome qui est impérialiste, qui est dans une expansion sans limite, ce qui est faux, quoi. Ce qui est faux, parce qu'on nous montre, on est en 211 après Jésus-Christ, quand Ridley Scott commence son film, on nous montre une conquête de provinces de l'Afrique du Nord, soit la Mauritanie probablement, c'est-à-dire l'Algérie ou le Maroc. C'est déjà romain depuis 200 ans. Et puis les gens de cet endroit-là, la plupart se sentent, eux, comme romains. Donc voilà, ce qu'on montre pas suffisamment dans l'époque romaine impériale, c'est 200 ans quasiment de paix et de prospérité, alors qu'on voit un empire qui finalement ne se justifierait que par la conquête, que par la cruauté, par un caractère très, très despotique, quoi. Donc c'est ce que l'on veut montrer. C'est une puissance dominante, c'est une superpuissance, on pourrait dire à l'époque, mais qui apporte la paix, la prospérité, sinon on n'aurait pas autant de monuments romains qui seraient encore parvenus jusqu'à nous 2000 ans plus tard. Ouais. On sent une fois de plus l'idéologie qui peut pointer le bout de son nez, alors de façon quand même beaucoup moins lourde que ce qu'on peut avoir dans d'autres productions, surtout américaines. Mais avec Oui. ce rôle de l'esclave qui est presque, enfin qui est sublimé, qui devient justement le rôle principal face à une forme de pouvoir, d'oppression. Est-ce que encore une fois c'est quelque chose d'avéré ou bien est-ce que c'est là qu'on sent aussi l'influence de la moralité plus moderne, Éric Tessier? C'est clair qu'on projette là des éléments de la moralité actuelle. C'est vrai que le rôle de l'esclave, il a souvent, bon, même toujours, on peut dire, le beau rôle. Mm. Puis ça vient de loin, hein. C'est Staline Kubrick, Spartacus, avec Kirk Douglas, qui est un très grand péplum. Donc on voit que l'esclave, finalement, est meilleur que le maître.
Bon, ça devait arriver, et puis l'inverse aussi. Ce qu'il faut replacer, c'est le caractère esclavagiste de ces sociétés. Il n'y a pas que Rome qui pratique l'esclavage à cette époque-là, c'est tout le monde. Que des esclaves, il y en a dans toute la société romaine. Mais ce que l'on montre rarement, c'est que chez les Romains, en tout cas, on peut relativement facilement devenir affranchi. Mm. Les Romains ont tendance à affranchir leurs esclaves, en tout cas ceux avec qui ils sont en proximité. Bon, quant au caractère despotique et décadent donc, de l'Empire, c'est une décadence qui a conduit à une mort lente, hein. Ils ont mis quand même quasiment 500 ans avant de s'effondrer. Quant aux empereurs, ben, il y a des bons et des mauvais, c'est comme tout. Même à l'époque romaine, on distingue les bons empereurs comme Hadrien, comme Trajan, et les mauvais comme Caligula, comme Commode ou comme Caracalla, qui ont tous mal fini d'ailleurs. Donc voilà, le problème de ces films, c'est qu'on ne remet pas suffisamment donc dans le contexte de l'Antiquité, on le remet plutôt dans le contexte de l'actualité, puis Mm. surtout de la société américaine. C'est surtout ça qui est important. Bon, Denzel Washington, qui est un excellent acteur donc, dans ce film comme dans d'autres. Bon là, on en fait bon, c'est un homme d'origine africaine. C'est vrai qu'il a existé, ce Macrinus, mais il était pas laniste, il n'était pas impresario gladiateur, ce qui existait. Mais dans cette catégorie-là, il n'aurait jamais été aussi proche de l'empereur. Le vrai Macrinus, en fait, il était de Maurétanie. Il Ouais. était certainement pas noir. Il était surtout donc le préfet des cohortes prétoriennes, c'est-à-dire commandant de la garde impériale. Et c'est vrai que c'est lui qui a tué Caracalla. Donc voilà, on voit qu'il y a toujours des éléments qui sont pris donc aux préoccupations de la société américaine. Et ça, c'est un peu, on peut pas vraiment en faire l'économie, quoi. Alors justement, hein, cette question de la couleur de peau, c'est quelque chose qui est très présent déjà dans le cinéma de toute façon. On voit beaucoup de figures qui, a priori, devraient être des personnages blancs qu'on va transformer justement en personnes racisées, comme on dit, en personnes Et- de couleur. Aujourd'hui, alors à l'époque, c'était quelque chose qui était réclamé justement par les minorités. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pointé du doigt. J'en veux pour preuve un article de l'Expression des aides qui explique que donc, ce fameux Denzel Washington est donc un Africain alors qu'il joue le rôle d'un personnage du coup plutôt maghrébin. Alors j'utilise les termes modernes, mais vous parliez de Mauritanie, Éric Oui, Tessier. oui. C'est le serpent qui se mord la queue. On ne sait plus vraiment quelle race mettre en avant, proposer, surreprésenter dans le cinéma. Est-ce que selon vous, pour justement servir au mieux et enfin, faire perdurer au mieux cette mémoire de la Rome antique, même si ça sera toujours de toute façon romancé à travers le cinéma, est-ce qu'il faudrait se repencher justement sur l'étude de l'origine de ces personnages, même si ça s'avère parfois compliqué? On pourra parler du cas de Cléopâtre, par exemple, ensuite. Oui, alors, Cléopâtre est un bon exemple, on en reparlera. Il faut dire quelque chose, c'est qu'en fait, les Romains n'attachaient pas beaucoup d'importance à la couleur de peau. Ils en parlent très peu. Ouais. Donc c'est pas quelque chose qui les préoccupe vraiment, beaucoup moins que nous, ça, certainement. Ce qui les préoccupe, en fait, c'est surtout le statut social, le statut juridique. C'est une société profondément inégalitaire, mais qui l'assume complètement, entre les citoyens romains, les citoyens libres qui ne sont pas citoyens romains, les affranchis, les esclaves, les étrangers. Donc bon, il y a vraiment tout un... c'est ça qui vraiment fait que l'on a une place ou pas dans la société. Après, les origines ethniques, bon, on sait qu'il devait y avoir quand même pas mal de brassages dans l'époque romaine. Donc, à l'époque romaine, donc, parce que ben, c'est un empire qui était, si on prend la taille, à peu près aussi vaste que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, avec des populations extrêmement variées entre la Germanie au nord et les confins de l'Afrique subsaharienne au sud. Donc voilà, il y avait et l'esclavage devait aussi faire beaucoup de brassage et des esclaves qui aussi, bah, certains devenaient affranchis et prenaient le statut de leur maître. Donc voilà, je dirais que c'est difficile à faire, c'est difficile à dire. Donc voilà, je pense que c'est plus une préoccupation de Ouais, c'est maintenant très que moderne. de l'époque, quoi. Mm. Est-ce que justement, vous pensez qu'aujourd'hui, l'histoire souffre de cette idéologie moderne? On va perdre énormément de temps à déterminer justement si Cléopâtre était une femme noire ou une femme blanche.
Bah, là, Cléopâtre, il y a moins de doute, hein. Je veux dire, Cléopâtre n'était même pas égyptienne, elle descend de son ancêtre, un général d'Alexandre le Grand, qui était un Macédonien, donc elle est d'origine balkanique, hein. Donc voilà, on n'a pas vraiment de précision sur sa couleur de peau. Mais bon, vu qu'en plus, ils avaient tendance à se marier entre eux, donc les Ptolémées, donc il y a très peu de chances, même aucune, qu'elle soit noire. Mm. Et le fait de vouloir, donc parfois, donc sur certaines productions actuelles, d'en faire une femme noire, ça pose des problèmes beaucoup plus avec les Égyptiens qu'avec les Européens. Parce qu'il dit, mais non, elle n'est pas noire, elle n'était pas noire, elle était égyptienne. Ce qui est aussi faux, parce que ça ne veut pas dire grand-chose aussi. C'est comme dire aujourd'hui, à l'époque de l'Antiquité, ah non, il était algérien. Ben non, Ouais. l'Algérie n'existait pas. Donc voilà, tout ça, c'est des préoccupations racisées, comme on dit, qui sont beaucoup plus d'aujourd'hui. Là où ça pose un vrai problème, c'est, bon, encore dans l'Antiquité, il y a un peu le bénéfice du doute. Quand ça pose un vrai problème, c'est quand on veut, à l'époque médiévale ou à l'époque moderne, avec D'Artagnan, par exemple, avoir bon, ben, des personnes racisées, comme on dit, alors qu'on sait très bien que ces personnages historiques, cette fois, qui sont récents, ne l'étaient pas et ne pouvaient pas l'être. Voilà, ça c'est aussi ridicule que si on voulait faire un film sur je ne sais quelle personne, ben, sur Léopold Sédar Senghor, Mm. ou sur ce grand leader, son nom m'échappe, de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, si on voulait l'incarner par un personnage Ouais. d'origine européenne. Ça passerait pas. Donc voilà. Là, par contre, c'est quelque chose qui est gênant parce que voilà, ça trouble complètement donc la connaissance, la représentation d'une époque, la place des uns et des autres. Donc, je pense que ça, mettre une reine d'Angleterre qui serait africaine, alors comment parler de l'esclavage, de la traite triangulaire à ce moment-là? Donc Ouais. voilà, c'est vraiment peut-être qu'il y a de bonnes intentions. En tout cas, je pense que le résultat est extrêmement négatif du Mm. point de vue de la représentation. Je pense qu'on en revient un peu, que ça va revenir un peu moins. Je dirais que finalement, pour cela, le film de Ridley Scott n'est pas trop touché, quoi. Donc, par ça, qui est des gladiateurs noirs, on le sait, c'est vrai. Ouais. On a deux représentations de gladiateurs qui, manifestement, sont des Africains. Qui est des Africains qui aient un rôle, même dans l'armée, on le voit sur la colonne Trajane. Donc voilà, donc ça, c'est pas vraiment, pour moi, ça me choque pas vraiment. Mm. Ce qui me choque plus, c'est que finalement, un laniste, c'est-à-dire un entraîneur, un propriétaire d'école de gladiateurs, soit aussi proche de l'empereur. Ça, c'est ridicule d'un point de vue historique. Il est tabou, le laniste, c'est comme le croque-mort ou le boucher. Il fait le Ouais. commerce de viande, hein, c'est ce que ça veut dire, la laniste d'ailleurs. Qu'il soit auprès d'un empereur, ça, c'est ridicule. Et Pour- là, ça fausse quand même un peu Pourquoi, les codes de la pourquoi un société tel romaine. choix, justement, Éric Tessier, de rapprocher cette figure-là de l'empereur? C'est un choix scénaristique, quoi. Bon, de toute façon, Ridley Scott a été bien clair là-dessus. Mm. Quand un historien lui fait une remarque, il dit: Ah, mais vous y étiez à cette époque-là. Bon, c'est un peu le degré zéro de la critique historique. Mais bon, voilà. Donc après, oui, bah, il avait besoin d'avoir un gars qui soit proche des gladiateurs et proche du pouvoir. Bon, il a pris ce raccourci-là. Ouais. Bon, voilà, pourquoi pas? Faut bien se dire aussi, moi je renonce aussi à, comme beaucoup de font, c'est parce que c'est facile de dire: Ah, mais ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, c'est pas. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont fausses. Sur les gladiateurs, tout est faux. Mm. Sur les combats de gladiateurs, tout est faux. Il n'y a jamais un gladiateur qui va se battre sans bouclier ou sans casque, mis à part le rétière. Donc voilà, mais c'est vraiment, c'est un peu trop facile. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un documentaire d'histoire. C'est un film qui parle d'une époque historique qu'on aborde assez rarement, le début du IIIe siècle. Caracalla et Guetta, on les avait jamais trop vus au cinéma. Après, c'est aux historiens de faire le job, c'est-à-dire, ben voilà, on a un film qui fait que des gens, ben, par millions maintenant, et que c'était pareil pour Gladiator, s'intéressent à l'époque romaine. Et bien voilà, ben, c'est ce qu'on fait là, on essaie de Ouais, remettre un peu l'église au milieu du village, quoi. c'est ça. Mais c'est un Si. rôle, hein, ouais. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai été fasciné par Gladiator 1, j'ai adoré ce film. J'étais historien de la Révolution française et du Premier Empire. Je suis maître de conférence déjà à l'époque, et j'ai changé, ce qu'on fait rarement, complètement de période pour me spécialiser sur les gladiateurs, et Gladiator 1 y est pour quelque chose.
Donc, vous voyez, au fond, Ouais. merci Ridley Scott. Hein. Merci Ridley Scott d'ouvrir la porte peut-être à ce genre de passion et d'intérêt pour le sujet, mais ensuite on invite les auditeurs effectivement à creuser le sujet et à se former auprès d'historiens qui ont travaillé la chose peut-être plus en profondeur et avec moins d'élan artistique. Au moins d'a priori aussi, je pense, Oui, surtout. voilà. On va parler justement de ces effets spéciaux dans le dernier Gladiator 2. C'est quelque chose qui a été très bien accueilli ou au contraire très critiqué. C'est qui tout double selon les spectateurs. Est-ce que l'utilisation de ces effets spéciaux, ça traduit, Éric Tessier, une difficulté aussi aujourd'hui à s'émerveiller pour l'histoire dans ce qu'elle a de plus authentique, mais aussi de plus palpitant, même si ça reste justement très réel? Il faut faire le cinéma de son temps. Ça, c'est clair. Hein. Je veux dire, Méliès, il utilisait les méthodes de son temps. S'il avait eu le 3D, il aurait utilisé Mm. aussi. Donc voilà, moi, je pense pas que ça nuit au côté palpitant de l'histoire. Moi, je suis convaincu de quelque chose, puis je le vois quand je fais mes cours. Le meilleur scénario du monde, c'est l'histoire. L'histoire, il y a plein de rebondissements parce que c'est une science de l'homme, c'est une science humaine, avec tous les travers des hommes et des femmes, hein, je veux dire, hommes avec un grand H, avec donc finalement leur côté bon et mauvais, et puis c'est toujours finalement un peu au milieu. Donc c'est pas la peine d'aller travestir finalement. Moi je pense, je rêve de finalement une utilisation de ces moyens qui permettent tout aujourd'hui. Pour coller le plus possible à la réalité, ben, c'est ce qu'on fait dans la reconstitution historique. Mais ça, bon, les réalisateurs, ils n'ont pas encore vraiment compris ça. Après, c'est vrai que c'est qui tout double. Moi, je dirais que c'est toujours finalement ce Ridley Scott nous montre. C'est ni jamais tout à fait faux, ni jamais tout à fait vrai. Moi, je prends un exemple, la fameuse bataille navale dans le Colisée. Elle a existé. Ils ont fait des batailles navales, mais au tout début du Colisée, au moment de l'inauguration, pour en mettre plein la vue, Ouais. ils ont inondé l'arène qui était en construction, en fait, et ils l'ont fait qu'une fois ou deux. Et après, ils ont fait ce que l'on voit aujourd'hui quand on va à Rome, ben, les sous-sols qui était donc qui permettait de soutenir la piste qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc, du coup, on n'a pas pu le faire après, parce que bah, ça aurait fui de tous les côtés, à l'époque, donc, qui est montré dans le film. Donc voilà, ça, c'est une demi-vérité. Bon, l'idée des requins, par contre, c'est faux. Mm. Mais bon, il y a eu une fois un orque qui s'est laissé prendre dans le port d'Ostie. Bon, ils ont fait une chasse à l'orque spectaculaire. C'est un peu vrai, c'est un peu faux. Voilà, donc c'est ce qu'il faut prendre. Quoi. On fait ça depuis la nuit des temps, par ailleurs. Hein. La tradition orale des histoires et des contes, ça a toujours été d'enjoliver les faits de guerre avérés de certains Mais bien grands sûr. seigneurs. C'est tout ce qui fonde le mythe et la légende. Hein. La légende a toujours un fond de vérité. Ridley Scott a un fond de vérité. Donc bon, là, il faut l'accueillir comme tel. Puis voilà, c'est du grand spectacle. Donc c'est vrai que si on reconstituait, on peut le faire, hein, une véritable no-machine, une bataille navale telle que les Romains ont organisé donc dans des bâtiments, enfin des bassins spécifiques pour ça, ben, ça serait du très grand spectacle. Quoi. Il n'y a pas besoin d'aller imaginer des choses complètement farfelues, quoi. Mm. Ridley Scott a annoncé d'ores et déjà qu'il n'était pas fermé à l'idée d'un troisième opus de Gladiator 3, qui serait lui encore plus politique que le second, qui s'intéresserait justement aux enjeux de pouvoir dans la société politique romaine. Est-ce que ça vous semble pertinent? On voit déjà dans ce deuxième opus qu'il y a beaucoup plus justement de complots, d'enjeux, de tentatives politiques plus ou moins officielles. Est-ce qu'il y a de quoi faire aussi sur ce sujet, Éric Tessier? Est-ce que vous pensez que ça pourrait prendre auprès du public, ou est-ce qu'il y a besoin de ce côté spectaculaire toujours avec des combats, des héros Non, 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 il y a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. De toute façon, bah là, on a deux empereurs, Geta et Caracalla, ils ont été tués tous les deux, dont l'un par son propre frère. Mm. Macrin, qui est Macrinus, donc bah, lui aussi a été tué dans la réalité. Si on pousse un peu plus loin, donc à la fin de l'époque des Sévères, c'est là on est en 211, si on pousse en 235, là on se retrouve dans l'anarchie militaire, quoi. Pendant 50 ans, on va avoir 25 empereurs qui vont se succéder. Il y en a un seul qui meurt dans son lit. Et sans compter tous les usurpateurs, c'est-à-dire Ouais. qu'on est dans une période, alors là, complot, guerre civile, conquête du pouvoir, on rajoute un peu d'invasion, on rajoute un peu d'épidémie et de famine, là, on a des ingrédients pour faire un sacré film. Hein. Mm. Donc voilà, moi, bien sûr, mais encore une fois, moi, je suis convaincu que la réalité est toujours plus forte que la fiction. Mais bon, voilà, c'est un réalisateur de notre époque, il a ses propres a priori, c'est normal, comme tout le monde, ce n'est pas un historien.
Donc, il va vouloir nous présenter notre époque à travers le filtre de l'époque romaine. Ça a toujours existé, hein, quand le jeune Louis XIV voulait se représenter à Versailles alors qu'il n'était pas encore un conquérant, il se fait représenter à travers l'image d'Alexandre le Grand. Donc voilà, les artistes sont toujours finalement un peu ambigus entre la représentation du passé et ce qu'ils veulent dire de leur propre époque. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Finalement, vous êtes assez content, on l'a compris, vous êtes un admirateur du premier Gladiator. Ah oui, Le oui, deuxième vous inconditionnel. satisfait, il n'est pas à prendre comme un reportage historique, mais vous en Voilà. êtes content, vous le conseilleriez à vos étudiants, Éric Tessier? Oui, oui, bien sûr, je le conseille, j'en parle en cours, hein, j'en ai C'est déjà vrai? parlé en cours. Oui, 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 donc c'est vrai que j'ai eu la chance de le voir en avant-première parce que je travaille avec le magazine Historien. Donc c'est vrai que ça faisait 25 ans que je l'attendais pratiquement, ce film, quoi. Donc je suis content de l'avoir vu. Je dirais que c'est pour un numéro 2, c'est bien. Parce on est toujours déçu par les numéros 2, on est toujours surpris par le numéro 1 quand c'est un chef-d'œuvre, quand c'est quelque chose vraiment qui est exceptionnel. Pour le numéro 2, ça reste un film très spectaculaire. Les acteurs s'en tirent bien, même si c'est pas évident de passer après Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Bien sûr. Donc voilà, bon, l'intrigue est un peu convenue, mais il y a des effets spéciaux qui sont encore plus spectaculaires que dans le premier. Non, franchement, je le conseille, mais voilà, comme un film de divertissement qui parle d'histoire et qui invite à creuser un peu plus la question. Mm. Donc, bien sûr, oui. Moi, je suis pas donc hyper critique, il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Et là, ben, écoutez, on parle de Rome, alors je suis content, hein. On imagine. Ouais, est-ce que ça a plu à vos étudiants? Et puis ça amène l'une de mes dernières questions. Je crois que le temps file, mais est-ce que vous pensez justement, parce que vous êtes professeur, vous devez constater aussi ce désintérêt de la jeunesse française pour son histoire et même l'histoire au-delà de ses frontières. On parle de Rome, on sait que Rome a quand même, même si c'est pas dans les frontières actuelles de la France, ça a une influence certaine sur Ah oui, oui. notre monde et notre Ouais, oui, société, évidemment. oui. Donc voilà, est-ce que vous constatez cette fracture, ce désintérêt qu'il y a pour l'histoire? Et est-ce que vous pensez que c'est ce genre de film qui peut aussi reprovoquer un frisson, une passion au sein des plus jeunes générations dont vous avez la charge, Oui. du coup, plusieurs heures par semaine? Alors, j'ai pas le retour de mes étudiants, ils n'ont pas encore vraiment vu. Bon, j'en ai parlé un peu en amont. Par contre, moi, je note pas un désintérêt de l'histoire. Mm. Parce que ben, on a toujours quand même peu que peu, toujours autant d'étudiants en histoire donc à l'université, même si les débouchés font pas toujours rêver, faut bien le dire, hein. Vouloir faire prof aujourd'hui, c'est pas évident. L'intérêt pour l'histoire, moi je le vois aussi par ailleurs. Moi je fais beaucoup de reconstitution historique. Mm. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui font de la reconstitution historique, ne sont pas forcément étudiants d'ailleurs, mais qui ont un intérêt pour l'histoire, pour leur histoire. Il y a beaucoup d'intérêt pour les livres, il y a beaucoup d'intérêt quand même aussi pour les émissions, pour les podcasts aussi historiques qui ont beaucoup de succès et qui attirent beaucoup la jeunesse. Donc moi, non, je pense qu'il y aurait presque au contraire, quoi, plutôt un renouveau de l'intérêt des jeunes pour leur histoire aussi, faut bien le dire, et l'histoire en général. Le problème, c'est qu'aussi, il faut faire l'histoire de son temps, avec les moyens de son temps, hein. C'est sûr que le net, c'est la langue des orpes, hein. C'est la pire et la meilleure des choses. Donc, il y a des moyens finalement visuels. Moi, je travaille beaucoup aussi sur le lieu audiovisuel avec l'université de Nîmes par rapport à ça. Donc, non, je pense que chaque fois qu'on peut parler d'histoire, c'est bien, en bien ou en mal. Bon, quand c'est le plus proche de la réalité, c'est mieux. Moi, ce que je regrette surtout, c'est que nos producteurs français n'abordent pas notre histoire, ou alors sur un prisme toujours finalement le même, de la culpabilisation, etc. Moi, je rêve d'un film sur, par exemple, mai juin 40, pourtant c'est une défaite, mais où les Français se sont beaucoup battus, ont combattu vraiment avec un match qui était un peu illégal dès le début. Mais il y a eu beaucoup d'héroïsme là-dedans. Donc ça, l'histoire de France, elle est tellement riche, et ça, on dirait qu'on a peur en France d'aborder ce sujet-là. Bon, il n'y a qu'à voir les films plus ou moins historiques qu'on a eu récemment, comme Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires, Ouais, ou qui ont fait des Napoléon, cartons. ou voilà. Alors Napoléon, bon, alors Napoléon, celui-là, mais du coup, c'est Ridley américain. Scott,
Ne m'en parlez Ah, pas, celui-là, franchement, c'est un AD. on Donc, vous réinvitera je pour en le parler. Non, déconseille mais complètement. c'est vrai que quoi qu'il en soit, Napoléon, justement, aurait peut-être été mieux réalisé par un Français, appuyé par des historiens français qui s'emparent de leur histoire et qui veulent la Et oui, transmettre. oui. Ben voilà, qui s'emparent de leur histoire, tout simplement, quoi. Donc, sans vouloir faire ni de la glorification cocorico, ni surtout, finalement, de l'autoflagellation permanente. Donc voilà, c'est très beau. Bon, moi, j'ai grandi avec Les Rois Maudits. J'avais 10 ans, quoi, quand les Rois Maudits sont passés à la télé. C'était en noir et blanc. J'avais même pas le droit de le voir. Je regardais par le coin de la porte. Et puis, le lendemain, en cours de récréation, ben, c'était à qui serait Robert Dartois, qui serait Philippe Laclebel, etc. Ouais. Donc voilà, il y a une nécessité finalement de culture populaire qui doit passer par la télé, qui doit passer par d'autres moyens, qui devrait passer par le cinéma qui est très subventionné donc en France. J'attends que ça se fasse un jour. Allô, Rachida Dati, si vous m'entendez, ça serait bien de se préoccuper de ça. Les ministres de la Culture s'en occupent pas trop, hein, apparemment. C'est pas leur préoccupation première. C'est vrai Il qu'on a faudrait... eu une initiative qui émanait du Puy du Fou avec ce film sur les guerres vendéennes. Et alors, surprise Avec totale, il a explosé les scores justement alors au box-office. On est sur Radio Courtoisie, je ne sais pas vraiment comment traduire ça, mais il y a eu énormément de spectateurs. Mais ça vient d'initiatives individuelles, privées. Aujourd'hui, en tout à fait. France, on n'arrive pas à promouvoir ce genre de... Et d'ailleurs, ça a été Mais c'est beaucoup ça qui est dingue. critiqué. Ah ben alors, merci Libération, hein, Ouais. qui a fait la com de Vaincre ou Mourir de manière magnifique. Et ce film, avec beaucoup d'erreurs, moi qui connais bien Ouais. cette période-là, dedans, enfin d'erreurs, je dirais matérielles surtout. Mais on voit que c'était fait avec de très petits moyens, quoi, qui au début c'était plutôt un docu-fiction, qui est devenu Mm. une fiction. Et ça a très bien marché. Pourquoi? Ben, parce que les gens attendent ça, hein. Les gens en ont finalement envie. Moi, je vois le succès des spectacles historiques, pas seulement ceux du Puy du Fou. Moi, j'en ai organisé même à Nîmes. Il y a des spectacles sur l'époque médiévale, donc à Castillon-la-Bataille par exemple, et ça a toujours un succès de folie. Moi, je vois aussi des initiatives qui viennent du monde de la reconstitution historique, où des gens avec des petits moyens font des films qui sont très intéressants, qui sont hyper authentiques au niveau des tenues, des costumes, du fond historique, et qui font, avec leurs petits moyens, des succès qui sont plus que des succès d'estime. Mm. Donc voilà, moi, si on pouvait mettre un petit peu de la manne, finalement, de l'État sur la subvention de la production française, ce qui est très bien, sur des films de ce format-là, Oui. ça a un succès fou. Et quelle que soit l'époque, hein, depuis les Romains jusqu'à l'époque, je dirais, de la Seconde Guerre mondiale ou après, quoi. Donc voilà, il y a vraiment un champ de production à faire. Ouais, mais écoutez, effectivement, on lance ça comme un appel. Je doute que Bouteille à la mer. les principaux concernés nous entendent, mais je l'espère. Et puis c'est vrai On que sait voilà, jamais. comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir les moyens des grosses boîtes de production hollywoodiennes. Et puis c'est vrai que des moyens alloués à la culture en France, il y en a. Il faudrait peut-être mieux les rediriger. Oui, Merci beaucoup, Éric Tessier, pour merci. cet entretien passionnant. Ça a permis de remettre l'église au centre du village. Et puis en même temps, on vous invite, donc, chers auditeurs, à aller voir ce film comme un film de divertissement qui peut-être ouvrira la porte à une nouvelle passion pour les gladiateurs. Et dans ces cas-là, on vous invite à découvrir les ouvrages d'Éric Tessier. Je rappelle le nom du dernier, Gladiateur, le mythe de l'histoire. C'est aux éditions Et l'histoire. Glénat. Voilà. Oui, le mythe et l'histoire, c'est ça? Oui, le mythe et Voilà, l'histoire, voilà. pardonnez-moi. Merci beaucoup, Éric Tessier, donc Merci d'avoir à été vous, avec c'était nous très ce matin. agréable. Et puis, Et à bientôt à très maintenant. bientôt. Merci.